Je me présente, je suis Chloé Avella de BGE Paris. Je suis responsable des partenariats et des communautés et notamment de notre BGE Club. Donc, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau webinaire avec Poussin Communication, donc de Juliette qui va se présenter. Les micros seront coupés pendant la présentation, mais vous allez pouvoir interagir avec nous avec l'option questions et réponses que vous avez en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. L'objectif, c'est qu'elle soit la plus interactive possible. Donc, elle va durer 1 heure et puis ensuite, il y aura encore des questions-réponses pour vous permettre d'échanger avec Juliette et de lui poser des questions plus spécifiques. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, je te laisse, on va démarrer. Je te laisse parler, Juliette. Ok, super. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous. Merci Chloé de m'avoir conviée encore aujourd'hui. Ça fait plaisir parce qu'on est déconfiné, mais finalement pas tant que ça. Donc, on est à la maison. Bienvenue à la maison. Et on va donc passer cette heure et demie ensemble, effectivement, à parler de la communication. Alors, je me présente d'abord. Je suis donc Juliette Eskenazi, la fondatrice de l'agence Poussin Communication, que certains connaissent peut-être, qui est une agence de communication que j'ai créée il y a 7 ans maintenant. On va fêter nos 7 ans en septembre et qui accompagne les créateurs d'entreprises dans le lancement de leur marque et les entrepreneurs sur l'ensemble de leur communication. Donc, en fait, on a à peu près 50% de nos clients qui sont vraiment des porteurs de projets créateurs d'entreprises sur lesquels on va travailler avec eux sur la création de marque. Je vais vous présenter rapidement les services. Et on a une partie de nos clients qui sont des entrepreneurs déjà lancés avec qui on va travailler justement sur la stratégie et la mise en place de cette stratégie. Et puis, on a une partie de nos clients aussi qui sont tout le microcosme et les réseaux d'accompagnement des entrepreneurs sur lesquels on travaille justement dans l'animation de conférences, de formations, soit à destination des entrepreneurs directement, soit pour les aider justement à mieux vous parler et à mettre en place des actions et des outils qui vous seront utiles. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de comment construire une stratégie de communication efficace. Du coup, j'avance juste. Ah ben voilà, c'est un poussin. Vous allez voir, c'est assez jaune et il y a pas mal de poussins. Alors, donc, juste pour la faire courte, mais en gros, donc, on a toute une partie conseil marketing où on travaille beaucoup sur des stratégies de communication et c'est ce pourquoi j'ai décidé de vous proposer cet atelier ce matin parce que c'est une étape en fait essentielle aux entrepreneurs, que vous soyez bientôt lancé ou déjà lancé. C'est vraiment essentiel de travailler sur sa stratégie et c'est pourquoi ce matin, je vous donnerai les clés pour pouvoir y réfléchir. On travaille aussi donc sur le naming, donc sur la création de noms, voilà, et puis sur des campagnes de communication, et on fait aussi de l'accompagnement pour du crowdfunding puisque c'est des périodes qui sont assez spécifiques et où on a vraiment besoin de communiquer. On fait aussi donc du graphisme avec logo, plaquettes, chartes graphiques, tous les supports graphiques. On fait du community management. Donc, en fait, quand on construit la stratégie de nos clients, derrière, il y a plein de choses à faire. Vous allez voir, hein, je vais vous donner des conseils, mais ça va vous donner pas mal de boulot. Et donc, en fait, à nos clients, une fois qu'on conçoit la stratégie pour eux, soit on la met en place pour eux s'ils ont les moyens du coup de sous-traiter, soit on les forme, on les accompagne, on les conseille pour pouvoir eux-mêmes le mettre en place. Voilà, et puis on fait aussi des vidéos. Globalement, de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet Poussin Communication. Et puis, je vous invite évidemment à contacter l'agence. Nos bureaux sont à Belleville, même si aujourd'hui, toute l'équipe est chacune à la maison. Et voilà, et on est 7 dans l'équipe avec donc une partie communication, une partie graphisme. Alors, donc, on va effectivement aujourd'hui parler donc de la stratégie de communication. Et l'idée, c'est que ça puisse servir, que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur déjà lancé, pour pouvoir réfléchir à la stratégie. Donc, ça comprend plusieurs volets, la stratégie. C'est vraiment une partie sur l'identité de la marque. Ça, c'est essentiel de travailler sur votre identité et on va du coup y revenir. L'identité, le message. Et puis, on va aussi du coup traiter la partie action et outils de communication sur le web et hors web.
Alors, cet atelier est un atelier plutôt général sur la stratégie de communication, c'est-à-dire que j'ai volontairement pas pris en compte le contexte. Je vous invite à revoir sur la chaîne YouTube de BGE un précédent atelier qui concerne la communication justement en cette période si particulière. Mais là, l'idée, voilà, c'est plutôt de vous mettre un peu des graines dans la tête pour réfléchir à votre stratégie de manière générale et évidemment, en fonction de votre domaine d'activité, à vous aussi de prendre en compte le contexte particulier dans lequel on est depuis quelques mois et dans lequel on sera dans quelques mois. Mais voilà, cet atelier est plutôt général. Donc, dans la stratégie, avant tout, l'idée, c'est de créer une marque forte. Alors, on va voir concrètement ce que ça veut dire de créer une marque forte. Il faut que votre entreprise ait une identité. En fait, quand vous allez créer ou vous avez créé votre entreprise, on dit souvent un peu que notre entreprise, c'est notre bébé. Et donc, effectivement, c'est comme une personne. Et d'ailleurs, je trouve ça curieuse. Alors, je ne suis pas du tout experte juridiquement au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai quelques notions, mais en tout cas, ce que je trouve assez curieux et intéressant, c'est qu'on appelle une entreprise une personne morale. Nous sommes des personnes physiques et on appelle une entreprise une personne morale. Et en fait, le lien entre les deux, c'est quand même la notion de personne. Donc finalement, quand on crée son entreprise, on fait naître une personne morale et donc cette personne doit avoir un nom et un univers, un caractère, une histoire finalement. Et il faut que vous puissiez vous projeter et que votre marque puisse être incarnée et qu'on se dise si finalement c'était quelqu'un, mon entreprise, est-ce que ce serait une personne marrante? Est-ce que ce serait une personne jolie? Est-ce que ce serait une personne classique? Comment elle serait finalement au niveau de son tempérament? Et ça, on va voir comment on peut le refléter dans la communication. Mais si vous vous projetez, j'en sais rien moi, un mariage, un jour on aura le droit, je pense d'ailleurs aux pauvres gens qui devaient se marier ces derniers mois. Mais si vous allez à un mariage dans le monde d'après, qui va revenir à la normale, vous vous dites j'ai en face de moi 150 personnes et finalement, comment, parmi cette masse de personnes, je vais me rappeler de telle ou telle personne. Donc finalement, la personne qui va être toute discrète, habillée en sombre et qu'on va pas trop entendre ni voir, ben on va pas s'en rappeler. Par contre, la personne qui rit aux éclats ou la personne qui est sur le dance floor toute la soirée ou la personne qui est habillée de manière un peu extravagante, finalement, c'est elle dont on va se souvenir. Donc tout ça est une métaphore pour vous dire que finalement, votre marque et votre entreprise se retrouve au milieu d'une foule d'autres marques et d'autres entreprises, à la fois concurrentes et pas que, mais il va falloir trouver les moyens justement pour lui permettre de se démarquer, à la fois à travers des actions, mais avant tout, et c'est vraiment l'essentiel, à travers son identité. Donc, si vous êtes déjà lancé, rien ne vous empêche, si vous entendez dans ces petits conseils des choses que vous souhaitez noter pour votre entreprise, de revoir un peu des éléments de votre identité ou en tout cas de les renforcer. Donc, concrètement, une entreprise, ça a donc un nom, qui est le nom de l'entreprise, un logo et une charte graphique. Donc ça va être le style de l'entreprise. Un slogan qui permet de comprendre ce que vous faites et une ligne éditoriale ou en tout cas un ton qui va permettre justement de renvoyer ce caractère à votre entreprise et de comprendre si, ce que je vous disais, est-ce que c'est une entreprise très experte, sérieuse, est-ce que c'est une entreprise rigolote, est-ce que c'est une entreprise proche de sa communauté, est-ce que c'est le genre à tutoyer, etc. Et donc voilà, cette ligne éditoriale et ce ton doit permettre de faire émerger le caractère finalement de votre entreprise. Donc, comment on fait en fait pour construire cette identité? Avant tout, et c'est vraiment l'essentiel, il faut absolument connaître vos cibles pour mieux les atteindre. Vos cibles, en fait, vous avez différentes catégories de cibles. Vous avez votre cible générale. Donc, j'ai envie de cibler, je vais poser une tranche d'âge, un sexe. Alors, ça peut être homme et femme, mais peut-être que vous allez cibler
70% de femmes, 30% d'hommes. Ça va être la localisation. Est-ce que ce sont des personnes qui, dans un premier temps, sont uniquement dans une ville ou dans une région, puis que vous allez, au fil des années, aussi déployer votre cible? Est-ce que ce sont des personnes plutôt urbaines ou qui vivent plutôt à la campagne? De quelle catégorie sociale elles font partie? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui ont un revenu élevé, moyennement élevé, etc. Et quelles sont leurs habitudes de consommation? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont l'habitude d'acheter chez vos concurrents ou est-ce que pour eux, ce sera nouveau d'acheter ce produit ou ce service? Donc, l'idée, c'est absolument de poser votre cible. Donc, vous allez avoir… Alors, vous avez sûrement dans le public, je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous dont les produits ou les services ciblent potentiellement tout le monde. D'ailleurs, on peut se dire, ah non, mais moi, je vends du chocolat, en fait, donc le chocolat, ça peut potentiellement intéresser tout le monde. Mais si on cible tout le monde, si on cherche à atteindre tout le monde, ben, on n'attend personne ou pas grand monde, en fait. Et l'idée, c'est surtout au démarrage, sur les premières années de votre activité, de recentrer cette cible sur un cœur de cible bien précis que vous allez élargir au fur et à mesure. Si je vous donne l'exemple de Poussin, et ben moi, au départ, j'ai décidé de créer une agence à destination des créateurs d'entreprises. Donc, avec un discours, un nom, un discours, une identité très, très orienté créateur d'entreprise. Sauf que, en fait, mes premiers clients, et ce sera le cas pour vous, font partie d'une cible un peu différente qui est votre réseau à vous. Et votre réseau, ce n'est pas forcément votre cible première. Par contre, votre réseau, ce sera sûrement vos premiers acheteurs. Donc, moi, à la base, je viens de l'univers de la communication politique. J'ai fait des campagnes avant, des campagnes électorales. Et en fait, j'ai créé Poussin avec un discours très orienté entrepreneur. Et ma première cliente, c'était à l'époque, en 2014, une candidate aux élections municipales. Bon, rien à voir. Mais je prends. Évidemment que je prends, on ne va pas dire non. Donc, en fait, vous avez la cible de votre réseau, qui n'est pas forcément votre cible directe, mais à qui il va falloir parler parce que ça va être eux vos premiers acheteurs, eux vos premiers ambassadeurs. Ensuite, vous avez votre cœur de cible, donc vraiment à qui je vais m'adresser spécifiquement. Et là, il faut être le plus précis et le plus réduit possible. Je vais vous donner un exemple après. Après, vous avez votre cible un peu plus large qui, au fil des mois, au fil des années, vous allez chercher à les atteindre. Par exemple, pour Poussin, j'ai commencé, ma première cliente n'était pas une créatrice d'entreprise. Au bout de quelques mois, j'ai eu des créateurs d'entreprise. Et au bout de quelques années, j'ai eu des entreprises déjà installées depuis plusieurs années. Parce que la notoriété faisant, le développement, etc., notre image s'est élargie auprès de ce public-là. Vous allez avoir aussi la cible des prescripteurs, qui n'est pas à négliger et qui sont potentiellement des partenaires qui vont vous envoyer des clients. Et donc, à eux, il faut leur parler. Par exemple, chez Poussin, la cible des prescripteurs, on peut avoir, j'en sais rien moi, les cabinets d'experts comptables qui accompagnent en création d'entreprise. Bah, si eux nous connaissent, nous trouvent sympas et qu'on communique auprès d'eux, ils vont potentiellement nous renvoyer des clients et nous, on va potentiellement leur renvoyer des clients aussi. Donc, il y a cette cible prescripteur. Et puis, enfin, vous avez la cible des médias, influenceurs, etc., à qui il va falloir parler. Et il faut aussi que l'identité de votre marque parle à cette cible média et que vous trouviez dans le message et dans votre identité les éléments à relever pour pouvoir les séduire. Donc, il faut absolument que vous posiez comme ça sur le papier vos différentes cibles et que vous puissiez trouver une identité de marque qui puisse s'adresser à tout le monde, mais plus particulièrement à ce cœur de cible. Donc, je m'arrête sur ce point-là parce que c'est vraiment un point essentiel qui va vous aider à construire votre identité. Et je vais vous donner un exemple, évidemment un peu démesuré et assez tendance d'actualité. Si, par exemple, je veux me rendre chez le coiffeur, parce que tout le monde en ce moment veut se rendre chez le coiffeur. Donc, il se trouve qu'en ce moment, on s'en fout. On prend le premier coiffeur qui nous prend. Donc, on n'est pas très, on va dire, on n'est pas très exigeant en termes de compétences du coiffeur. Le tout, c'est qu'il nous coupe les cheveux. Mais en temps normal, si je cherche un coiffeur avec mon coiffeur habituel à fermer ou je ne veux plus y aller, j'ai été déçue, et que je me balade dans la rue. Moi, Juliette, je me balade dans la rue, je vois un premier coiffeur
avec une vitrine avec écrit coupe à 2,50 €, grosse promo, etc. Là, je vais me dire non, mais pas du tout. En fait, ils vont me pourrir la tête. 2,50 €, c'est pas un prix. Ça ne m'attire pas, moi, la cible, qui suis, on va dire, catégorie sociale moyenne. Ça ne m'attire pas et ça renvoie même une image un peu cheap. Donc, je passe mon chemin. J'avance, je continue d'avancer et je vois une autre vitrine avec, alors là, il n'y a rien écrit à part coiffeur et il y a des lustres, des paillettes, c'est blanc, très épuré, etc. Je me dis, oulala, là, pour le coup, ça va être trop cher. Donc, ça renvoie une image finalement inaccessible, très VIP, mais sur laquelle je ne m'identifie pas. Et puis, je continue mon chemin et je vois potentiellement un coiffeur. Ah tiens, c'est sympa, un peu avec des meubles un peu chinés, les gens ont l'air sympas, ça boit des cafés à l'intérieur. Ah, l'ambiance, là, ça commence à m'attirer. Je me dis, ah bah tiens, ça me parle, ça peut être sympa. Mais bon, je continue mon chemin et puis là, je vois une vitrine sur laquelle est inscrit coiffeur spécialisé pour les femmes de d'1,65 m, les blondes d'1,65 m. Et là, je me dis, mais attends, c'est mon coiffeur. Jackpot, je sais qu'il va réussir. Je sais qu'il connaît exactement, qui sait qui je suis. Donc, j'y vais. Donc, évidemment, il ne faut pas aller jusque-là dans votre message par rapport à votre communication. Mais l'idée, c'est de vous dire, en fait, plus vous allez avoir un message précis envers votre cœur de cible, plus votre cœur de cible va signer rapidement, en fait, sans trop chercher à savoir plus, parce que le message est vraiment adressé à cette cible-là. Donc, c'est vraiment très important de définir votre cible pour pouvoir ensuite construire le message, l'identité et les actions à destination de votre cible. Juliette, Oui. je me permets de t'interrompre. On a une question sur comment on peut savoir les habitudes de consommation de sa cible. Eh bien, alors, dans l'idéal, pour pouvoir bien identifier sa cible, il faut faire une étude de marché quand même préalable. Et si possible, alors il y a deux manières d'aborder. Il y a l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Donc, l'analyse qualitative, ça va être, vous allez chercher quelques personnes qui correspondent à votre cible et vous allez leur faire des entretiens avec des questions, sur justement pour bien connaître qui ils sont. Si par exemple, vous vendez, je reprends des chocolats, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de chocolat. Si vous allez demander, est-ce que vous avez l'habitude d'acheter des chocolats? Quel est le budget que vous mettez dedans, etc. Et vous allez vous entretenir et aller récupérer comme ça des verbatims et des éléments qualitatifs sur 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et puis, vous pouvez faire en parallèle une analyse qu'on appelle quantitative, c'est-à-dire que là, vous pouvez faire un formulaire en ligne. Bon, en digital, ça marche mieux. Là, je vous recommande Google Form, qui est un outil qui permet de faire un questionnaire assez simple. Et en fait, vous allez lister des questions courtes sur les gens. Les gens vont répondre par oui, non. En tout cas, il faut que ce soit des questions fermées pour que vous puissiez en dégager des statistiques. Et à partir de là, vous l'envoyez, vous le faites tourner, Facebook, les copains, vous envoyez par mail au maximum. Et là, vous récupérez 50, 100, 150, 200 réponses et vont dégager des chiffres sur ah bah tiens, les gens entre 25 et 35 ans dépensent 5 € par mois en chocolat. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir mieux connaître les habitudes de consommation et pas les deviner, parce que c'est sûr que c'est comme le business plan, il y a des éléments qui sont difficiles à envisager tout seul chez soi, dans sa tête, devant son ordinateur. Donc, le mieux pour avoir une analyse poussée de votre cible, c'est effectivement de mettre en place ces deux types d'études. Et il y a une question aussi plus spécifique. Quelle identité de marque pour une entrepreneur spécialisée dans les algorithmes, pardon. Alors là, c'est très, très spécifique. Je vous propose qu'on se repose la question à la fin, peut-être. Celle-là, si tu peux me la garder et me la redire à la fin, parce que je vais déballer en fait pas mal d'infos sur l'identité de l'entreprise. Peut-être qu'à la fin, vous y verrez plus clair. Et après, de toute façon, je veux dire, peu importe votre entreprise, il n'y a pas des identités types en fait par entreprise. C'est-à-dire qu'une agence de communication, par exemple, nous, Poussin,
on a une communication, une identité plutôt rigolote, accessible, décalée, tout en ayant un discours expert. Hein. Le tout, c'est que ce n'est pas une grosse blague. En face de nous, on va avoir des concurrents qui ont des agences de com, parce que nous, on cible les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Mais on va avoir des agences de com qui sont pareilles, un peu rigolotes, d'autres qui sont très expertes, d'autres qui communiquent pas du tout, qui fonctionnent que sur le bouche à oreille et qui sont assez froides du coup. Donc en fait, c'est pas tant parce que vous êtes dans l'algorithme qu'il faut que vous ayez une identité comme ça. C'est plutôt qui vous ciblez et quel message et quel univers vous voulez transmettre. Il n'empêche que, et je vous remercie pour cette question qui fait une parfaite transition vers la slide concurrent, il n'empêche qu'il faut quand même regarder ce qui se fait sur le marché. Alors là, pour le coup, je ne parle pas d'une étude de marché comme il y aurait dans votre business plan, je parle plus d'une analyse de vos concurrents d'un point de vue communication. Donc, en fait, il faut que vous cibliez, il faut cibler quelques concurrents. Vous pouvez en prendre genre 5, des concurrents directs ou indirects, c'est-à-dire soit ils sont sur la même gamme de prix, les mêmes types de distribution, etc. Et dans ce cas-là, c'est vraiment des concurrents directs ou des concurrents indirects. Et vous allez regarder c'est quoi le nom, c'est quoi le logo, c'est quoi le slogan, c'est quoi les actions et les outils de communication qu'ils mettent en place, justement pour pouvoir vous dire « Ah mais tiens, mais en fait, dans mon domaine d'activité, tout le monde fait tout le temps comme ça. » Et donc, est-ce que je rentre dans le moule et je fais pareil ou est-ce que je décide de me démarquer un petit peu? Par exemple, j'en sais rien, si vous êtes dans un domaine d'activité un peu écolo, dans la com de l'écolo, type, si vous regardez sur la partie univers visuel, vous pouvez difficilement ne pas avoir de vert du tout dans votre univers visuel. Donc, en analysant les concurrents, en fait, vous allez voir quelles sont les grandes généralités qui se dégagent et sur lesquelles vous êtes un peu obligé d'aller. Et en même temps, vous allez pouvoir voir comment vous démarquer d'eux. Donc, c'est important aussi d'avoir cette analyse de la communication des concurrents, au-delà évidemment de l'analyse d'une étude de marché classique qu'on vous recommandera vivement de faire à la BGE, puisque ça fait partie d'une partie incontournable du business plan. Alors, justement, une fois que j'ai vu ma cible et que mes concurrents, etc., je vais pouvoir réfléchir à quel est mon positionnement. Et donc, mon positionnement, c'est quelle est la position, qu'est-ce que les gens vont penser de ma marque et qu'est-ce que ça va renvoyer comme émotion auprès de mes prospects potentiels et auprès des consommateurs. Alors ça, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est valable que vous soyez dans le B2B, le B2C, dans du produit, dans du service, etc. C'est valable pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est effectivement qui sont vos concurrents et après, regardez ce positionnement. Alors, on va voir un peu plus concrètement parce que c'est assez théorique. Donc, concrètement, le positionnement, c'est quoi? Alors, j'ai pris 2 marques que normalement, tout le monde connaît. Décidément, c'est plutôt gourmand ce matin. Donc, j'ai pris 2 marques qui font à peu près la même chose. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais chez Bonne Maman, il fait des confitures, mais pas chez Michel Augustin. Il n'empêche qu'on est quand même sur des gâteaux, des confiseries, des desserts qui sont distribués dans la grande distribution et sur des gammes de prix à peu près similaires et des modes de fabrication plutôt similaires. En revanche, ces 2 marques ont un positionnement complètement différent. Donc, d'un côté, on a Bonne Maman qui, par le nom déjà, Bonne Maman, rappelle un peu la nostalgie de l'enfance, etc., une autre époque, du coup, quelque chose de très authentique. Du coup, ce nom est renforcé par un logo à la police manuscrite. Donc, ça renforce encore cette idée-là en se disant, tiens, mais c'est comme si la personne avait écrit le nom de la marque. C'est renforcé par ce petit du coup, pot de confiture dont le motif rappelle les nappes de pique-nique de jadis. Et puis, c'est renforcé encore par un slogan qui vient encore appuyer la douce émotion de l'enfance. Donc, l'idée, c'est à travers le nom, le logo, le slogan, rien que là, tout de suite, ça va m'évoquer en fait, du coup, ça va m'évoquer une forme de nostalgie et je vais presque me dire que ces gâteaux ont été faits par ma grand-mère ou par une grand-mère dans son four, etc. Au final, je sais très bien que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que ça m'évoque et donc c'est le positionnement de la marque. Là où en face, on va avoir du coup la marque Michel et Augustin, que vous connaissez sûrement puisque c'est les grandes inspirations des entrepreneurs. Et donc, cette marque, donc pour le coup, rien à voir sur quelque chose d'authentique et de nostalgique. On est ultra centralisé sur la personne et sur l'humain, en fait. Là où chez Bonne Maman, je ne sais pas qui a créé cette marque,
Je ne sais pas qui sont les salariés, je ne sais pas qui sont les fondateurs. Chez Michel et Augustin, le nom de la marque porte le prénom des fondateurs, doublé par des mascottes du coup, qui sont voilà, crayonnés avec l'autre qui a son tablier en vache et sa petite fleur sur la tête, etc. Donc, quelque chose d'humain et de décalé. Et les trublions du goût, qui rappellent avec la notion de goût qu'on est quand même dans l'alimentaire, mais qui, voilà, globalement, renvoient une image un peu délurée et très humaine d'une marque. Et là où, du coup, vous voyez qu'en fait, sur deux concurrents vraiment directs, on a deux univers de marques complètement différents et qui se déclinent derrière. Si on regarde la communication là, de Bonne Maman, on est sur quelque chose de très épuré, très focus produit. Et presque, vous voyez là à gauche, dans la campagne de communication, on a le pot de confiture, il n'y a pas l'étiquette dessus. Donc, on oublie presque que c'est un produit industriel avec j'aime, tu aimes, toujours cette police manuscrite. Les gâteaux, on est focus sur le produit comme s'il sortait du four et on met le packaging en petit parce que du coup, on met vraiment le focus sur l'aspect authentique, presque fait main. Et donc, en fait, ça se décline aussi dans les visuels utilisés, dans le site internet aussi. Là, si on regarde, on retrouve ça, c'est des vieilles images, mais que j'avais trouvées sur les sites internet, où on va avoir du coup des recettes. C'est comme si c'était écrit à la main par des gens dans leur cuisine, etc. Et donc, on est vraiment dans le nom, le logo et toute la communication, dans quelque chose de très authentique et de comme si c'était fait à la maison. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, à partir du moment où on décide d'avoir un positionnement, il faut y aller à fond dans toute la ligne de la communication. Et c'est pareil pour Michel et Augustin, qui, eux, sont sur quelque chose complètement différent, où eux, on va aller dans quelque chose de très humain, c'est-à-dire que sur leur campagne de communication et leur packaging, il y a la photo de groupe des salariés. Donc, on renforce encore ce côté humain, transparence de l'équipe, etc. Et où, à chaque fois, on va du coup avoir à la fois le nom et le prénom des fondateurs, la photo de groupe, etc. Et puis, sur du vocabulaire un peu déluré, oui, monsieur, la vache à boire, ils appellent la vache à boire leur yaourt, nos cookies ont un grand cœur, etc. Et on est dans un vocabulaire très parlé, comme s'ils parlaient à leurs copains et qu'ils leur faisaient des blagues, et sur, du coup, des packagings assez décalés par rapport à ce qui se fait en fait dans l'alimentaire et dans la grande distribution, avec des couleurs hyper flashy, etc. Et à chaque fois, des petites fleurs, des petites étoiles, des petits zigouigouis dans tous les sens, etc. Et donc, ça renforce ce côté hyper dynamique, Jones, etc. Et déluré. Et pareil, dans leurs outils, on voit les équipes, ils font des grimaces, ils goûtent les produits. Donc, on est vraiment dans de l'humain. Là aussi, le point commun avec Bonne Maman, c'est qu'on a l'impression que c'est fait maison, qu'ils font tout. Donc, il y a quand même en fil rouge cette idée de qualité des produits, en fait, qui renvoie, bien que pour l'un comme pour l'autre, ce soit fait en usine. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un peu comment, sur deux marques, on peut avoir un positionnement très différent. Et je continue dans les exemples, parce que c'était important pour moi de vous donner du coup, des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre. Là, on part sur un autre domaine qui est du coup la rencontre. Alors, j'ai volontairement pris des grosses boîtes pour que vous puissiez, que tout le monde connaisse en fait et que vous puissiez voir. Hein. Mais c'est évidemment valable si on est un petit entrepreneur dans un petit secteur avec pas les ambitions de devenir une multinationale. Donc là, on est sur deux sites de rencontres, que vous les utilisiez ou pas, je pense que vous les connaissez, où on a d'un côté Mythique, qui est donc un site de rencontre, et en face, on a Adopte un mec. Pareil, dans le nom déjà, Mythique, on a l'idée de la rencontre, etc. C'est une sonorité douce, donc on se projette vers quelque chose de romantique, de sérieux. Là où en face, Adopte un mec, on est quand même sur un nom qui est d'une violence rare, en tout cas c'est qui est bien trash, quoi. Après c'est rigolo, on aime ou on n'aime pas, hein, peu importe, de toute façon on n'est pas là pour dire si on aime ou on n'aime pas, mais c'est pour vous montrer, voilà, déjà tout de suite en fait, je me dis, en voyant le nom et le logo, puisque le logo de Mythique, c'est un cœur avec les E, etc. De l'autre côté, on a une nana qui met le mec dans son caddie. Et du coup, rien que à l'évocation de ça, chez Mythique, j'ai l'impression que je vais trouver mon mari, et chez Adopte un mec, que je vais trouver un coup d'un soir.
en gros. Sauf que c'est pas exactement ça, parce que chez Mythique, je peux très bien avoir un plan d'un soir et chez Adopt un mec, trouver mon mari. Mais c'est l'image que ça renvoie et donc on va aller capter la cible du coup beaucoup plus efficacement. Et de la même manière que pour les 2 marques précédentes que je vous ai montrées, là sur Mythique, cette idée de romantisme, etc., ils avaient fait une campagne, en gros, nous aimons vos imperfections. Enfin, si vos imperfections, vous trouverez quelqu'un qui les aime. Et donc, c'est romantique, ça suscite une émotion, en fait, chez moi, enfin, chez moi, chez vous, hein, c'est pas que moi, en fait, voilà, d'envie et de… C'est mignon, en fait, c'est mignon, ça donne envie. Là où en face Adopte un mec, et ils font des campagnes, j'ai pas mis les plus récentes, mais c'est le même genre, où on est sur quelque chose un peu what the fuck, quoi. C'est-à-dire, voilà, série spéciale carotte cultivée avec soin, liquidation totale de tous nos frisés, etc. Et là, on est sur quelque chose toujours dans la rencontre, mais de complètement déluré et qui, du coup, va attirer la cible d'une manière un peu différente. Donc, voilà, le tout, en fait, avec ça, c'était vraiment de vous dire, à partir du moment où vous décidez d'un positionnement pour votre marque, peu importe, ce n'est pas une mauvaise idée s'il est très sérieux, ce n'est pas une mauvaise idée si c'est marrant, etc. Mais l'idée, c'est d'y aller à fond, en fait, et de décliner après tout, parce que c'est parce qu'on va à fond que les gens se rappelleront de vous. Juliette, Ouais. pardon. J'aurais une question de Fucking Power, c'était dans les slides précédentes, pardon, c'était Michel et Augustin. Ok. Il parle de Fucking Power, est-ce que c'est accepté en communication corporate? Est-ce que c'est pas un peu fort comme terme? Bah, tout dépend. Après, je pense que c'est un peu border quand même. C'est un peu risqué. Après, il faut faire attention quand on va vers la grossièreté ou autre. Il faut vraiment que ce soit assumé. Faites attention quand même, effectivement. Mais pourquoi pas? Tout dépend en fait à qui vous vous adressez, de quelle manière. Le tout, c'est que ce soit assumé. À partir du moment où vous décidez du coup d'aller sur un terrain en termes de positionnement et de communication, il faut y aller à fond. Donc, si c'est Fucking Power, c'est pas écrit en bas en tout petit non assumé, qui risque du coup, c'est on le met en gros et du coup on assume le truc. Après, c'est sûr que tu me disais c'est en B2B. Non, c'était juste en général. Est-ce que c'est en D'accord. com corporate? Bah, pourquoi pas? Après, voilà, moi, il faut juste le tout, c'est qu'il n'y a pas de règle, comme je disais tout à l'heure pour la personne qui posait la question sur l'algorithme. C'est à vous de voir, est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est cohérent avec le reste ou est-ce que c'est fucking juste pour dire fucking? Mais effectivement, il faut quand même faire attention avec la partie un peu vulgarité parce que ça, c'est pas toujours bien vu de la part des gens. Il y a une différence entre la com un peu excentrique et rigolote et la com qui risque de choquer, mais de créer presque le bad buzz, quoi. Donc, effectivement, il faut faire attention. Alors, sur le message, donc vous avez du coup votre nom, votre univers visuel. Alors, juste pour revenir sur l'univers visuel, parce que je pensais que j'avais une slide dédiée, mais non. Simplement, l'univers visuel, c'est important que vous ayez votre logo et votre charte graphique, c'est-à-dire que vous ayez des couleurs qui sont attitrées à votre marque. Donc, ça peut être une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, mais que ce soit exactement la bonne couleur avec le bon code couleur. Parce que, en fait, les gens vont d'abord se rappeler de votre marque parce qu'ils vont voir la répétition des mêmes éléments visuels. Et donc, si vous vous testez un peu sur des types de couleurs, j'ai un rouge, mais j'ai peut-être 3, 4, 5 gammes de rouge, le problème, c'est que les gens vont moins mémoriser. Donc, c'est hyper important de travailler. Notamment, je recommande quand même sur des petites créations visuelles, vous pouvez faire ça vous-même. Sur le logo et la charte graphique, c'est quand même bien de se faire accompagner par un pro pour partir sur des bases solides et cohérentes d'un point de vue univers visuel. Donc, une fois que vous avez effectivement du coup votre identité, il va falloir travailler sur le message. Et votre message… Ouais. Juliette, j'en profite parce que du coup, on va passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des couleurs à éviter? Non, après, il faut vérifier un peu la symbolique des couleurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un peu des règles quand même, comme
par exemple, pour le luxe, c'est quand même souvent des couleurs un peu sombres on peut avoir des touches de couleurs un peu plus lumineuses, mais c'est quand même un peu sombre. Il y a des couleurs pastel, peuvent renvoyer une certaine image, etc. Donc, il n'y a pas de couleur à éviter de manière générale. En revanche, regardez un peu ce que ça évoque. Le rouge, c'est toujours un peu agressif comme couleur. C'est un peu risqué d'avoir du rouge. Des petites touches, ça va, mais généralement, c'est un peu agressif. Le bleu, c'est une couleur qui apaise. Mais ça dépend quelle gamme de bleu. Et après, faites gaffe aussi quand vous choisissez vos couleurs à la lisibilité. Par exemple, nous, avec le jaune, on n'a pas choisi la couleur la plus simple en termes de police. Donc, on l'utilise généralement plutôt pour des lignes, des aplats, etc. Mais pas trop pour écrire du texte, ou peu, parce que ce n'est pas hyper lisible. Donc, non, il n'y a pas de règle. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il faut voir les associations pour qu'elles soient cohérentes ensemble. Alors, je crois qu'il y a un site qui s'appelle Chromatic, Chromatic, je crois que ça s'appelle comme ça, il faudrait que je vérifie, qui vous permet en fait si vous choisissez une couleur, de construire des gammes cohérentes ensemble. Et ça, c'est sympa. Donc, et il y a surtout sur Internet, vous pouvez trouver très rapidement la signification des couleurs. Donc, voilà, le orange, ça va être la vivacité, la lumière, etc. Le bleu, l'apaisement, la profondeur. Donc, regardez un peu avant de vous décider, sachant qu'évidemment, monsieur et madame tout le monde ne sont pas forcément au courant de cette signification, mais c'est quand même ce que ça évoque en termes d'émotion. Béatrice, justement, parlait d'Adobe Color pour les gammes. Ah bah, il y a aussi ça, effectivement. Adobe Color, si on a ça, complètement. Merci Béatrice. Super, merci à toutes les deux. Voilà, donc je reprends sur le message. Donc, c'est très important. Alors, vous avez dû évidemment entendre parler du fameux pitch, ce qui est ce fameux discours qu'on doit tenir en 1 minute et qui doit nous permettre de bien comprendre l'activité. C'est très important de concevoir un message clair, court et présenté pour qu'il suscite l'adhésion. Parce que souvent, on a envie de trop en dire. Mais en fait, si vous dites trop de choses, les gens retiennent rien. En fait, il faut vraiment, si les gens veulent en savoir plus, ils vont sur votre site internet, ils vous posent des questions, etc. Mais le pitch et que ce soit des paragraphes courts de présentation à l'écrit ou un discours oral, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de synthétique et d'attractif, en fait, que je puisse me dire, ah ben tiens, mais si j'en ai pas besoin moi de ce qu'il propose, je pense à un copain, je pense à un collègue, je pense à quelqu'un qui peut peut-être avoir besoin de ça. Et il faut absolument que dans votre discours, vous soyez pas trop orienté commercial. Parce qu'en fait, la communication, le but de la communication, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Le but de la communication, c'est de se faire connaître. C'est pas de vendre à tout prix. Et si vous cherchez à vendre trop en communication, eh ben vous risquez en fait de faire fuir les gens. Donc, le but de la communication, c'est que les gens sachent que vous existez. Comme ça, le jour où ils ont besoin de vos services ou de vos produits, ils auront le réflexe de vous contacter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir besoin tout de suite, là, maintenant, de vos services ou de vos produits. C'est pour ça que dans votre discours et dans l'ensemble de vos actions et outils de communication, c'est important justement effectivement d'avoir un discours un peu attractif, fédérateur, sympa, dynamique, mais qui ne soit pas achetez-moi à tout prix. Voilà. Donc, à vous de susciter. Et soyez aussi précis quand même, c'est-à-dire pas trop précis dans tout le détail, mais il y a notamment des métiers où on ne comprend pas bien ce qu'ils font. Alors, typiquement, si vous êtes consultant, je ne sais pas ce que ça veut dire consultant. Consultant, ça veut tout et rien dire. Donc, soit vous trouvez un autre mot, soit vous précisez consultant en quoi. Et les coachs, c'est pareil, les coachs. J'avais une cliente hier au téléphone qui me disait j'ai vu mon coach hier et puis j'ai fait 1 heure de vélo électrique. Et en fait, je ne savais pas si c'était un coach sportif qu'elle avait vu ou si c'était un coach. Mais en fait, non, elle avait vu un coach pour son entreprise et elle avait fait du vélo. Mais en fait, les coachs, pour le coup, c'est un pot pourri, quoi. C'est-à-dire que, alors, pot pourri, c'est pas négatif sur le métier de coach, hein, attention, je critique pas du tout. C'est juste que dans la compréhension, le mot coach seul ne suffit pas à comprendre ce que vous faites. Donc, c'est hyper important dans votre manière de vous présenter que vous précisiez coach de quoi, pour qui et qu'est-ce que j'apporte, en fait. Coach sportif, coach en alimentation, coach en bien-être, etc. Et même coach de vie,
J'entends beaucoup ça. Coach de vie, c'est un peu confus dans la compréhension. Donc, n'hésitez pas, en tout cas dans votre pitch, à préciser, voilà, qu'est-ce que vous faites, à qui, et parce qu'on peut être coach pour les pros ou coach pour les particuliers, à qui, qu'est-ce que vous apportez et à qui. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir du coup un message. Et puis, quand vous êtes sur un métier expert, avec une expertise forte, parce que moi, j'ai pas mal de clients, et notamment dans le B2B, qui sont sur des domaines très techniques, et notamment la transformation en système d'information. Enfin, on va avoir des métiers qui sont très techniques. Attention, mettez-vous à la place de votre interlocuteur qui ne comprend pas forcément votre vocabulaire. Donc, il faut vous dire que votre pitch, il faut qu'un gamin de 6 ans puisse comprendre ce que vous faites, en gros, pour vulgariser un peu. Mais si vous êtes sur un domaine assez technique, c'est pas parce que vous utilisez des mots compliqués que vous allez convaincre. Au contraire, les gens ont besoin de sentir que vous êtes accessible dans votre offre et donc il faut vous mettre au niveau et évidemment montrer votre expertise, mais avec des mots qui soient compréhensibles par tous. Justement, Aurore nous demande comment reformuler son métier pour être plus clair sans être restrictif. Son cas, c'est acheteuse d'art et chef de fabrication. Alors là, il faut réfléchir effectivement à… et c'est pareil, je pense que là, moi, je vous donne des conseils, mais le plus efficace, c'est de tester et de solliciter les autres. C'est-à-dire que cette personne… C'est quoi son prénom? Pardon, j'ai pas… Aurore. Aurore. Aurore, si vous me dites qu'effectivement ça passe pas, peut-être demander à vos proches ou à des professionnels, parce que le tout, quand on demande à ses enfants, son mari et son cousin, c'est pas les gens les plus objectifs. C'est bien utile de les avoir dans la vie, mais c'est pas les plus objectifs pour nous aider dans notre entreprise. Mais demandez et faites des petits tests. Si je vous dis bonjour, je m'appelle Aurore, je suis acheteuse d'art, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils imaginent, comment ils se projettent. Et en récoltant 2-3 témoignages, vous allez pouvoir un peu affiner en disant mais non, mais en fait, tout le monde comprend très bien ce que je fais. Et donc, ça va vous conforter dans l'idée que vous restez là-dessus. Ou bien vous allez vous rendre compte que les gens se projettent un truc qui n'a rien à voir et donc vous allez pouvoir réaffiner. Donc, moi, là, comme ça, je pourrais difficilement vous donner exactement l'intitulé qu'il faut que vous ayez. Il faudrait que je puisse en savoir plus. Mais de manière générale, pour toutes et tous qui nous écoutez, quand vous avez un doute, c'est vraiment, il faut tester, prendre les retours des gens, affiner, retester. C'est le mieux et le plus efficace, justement, pour pouvoir réussir cet exercice. Merci beaucoup, Juliette. Alors, donc, une fois qu'on a effectivement bien pensé l'identité, j'ai mon nom, ma charte graphique, j'ai mon positionnement de marque, j'ai mon message, j'ai mon pitch. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et derrière, il faut mettre en place une stratégie de communication. Donc, c'est quoi et à quoi ça sert une stratégie de communication? L'idée, c'est de dire quand on entreprend, on a 1000 choses à gérer. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois commercial, comptable, manager, recruteur, chargé de projet, communicant, etc. Donc, en fait, on a plein de choses à faire. Et là où on sait au départ, en tant que porteur de projet, que la communication, c'est important, très souvent, ça passe au second plan une fois qu'on est dans le jus du quotidien. Mais ce qui est tout à fait compréhensible, parce qu'en fait, on me dit, attends, mais il faut que je bosse, quoi. Donc, et souvent, la problématique, c'est si je suis sous l'eau, j'ai quelques commandes qui me prennent beaucoup de temps, je vais à fond bosser sur mes commandes. Et en fait, c'est seulement quand j'aurai un trou dans mon emploi du temps que je vais retrouver du temps pour la communication. Mais c'est trop tard. C'est pas trop tard de manière définitive, mais ce qui fait que vous allez vous remettre à communiquer et le temps que l'impact de la communication agisse, ça va vous faire un trou de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pour ça que la stratégie, l'idée de penser la stratégie en amont, vous permet du coup d'avoir un calendrier d'action et de vous dire que quoi qu'il arrive dans votre emploi du temps, vous allez sur l'année à venir mettre en place tel ou tel type d'action de communication à tel moment, peu importe au final où vous en êtes et l'état de votre carnet de commandes. Donc, l'idée, c'est aussi donc d'anticiper par rapport à tout ça. Si vous posez en amont le calendrier, vous pourrez plus simplement du coup agir. C'est aussi l'idée de construire un fil rouge parce que si j'ai mon positionnement
et mes actions de communication, l'idée, c'est que mon positionnement et l'identité de ma marque se ressentent bien sur l'ensemble des actions. Et en fait, souvent, je le vois avec mes clients, hein, mais en fait, une action de com, j'ai une impulsion, j'ai une idée, hop, je fais un truc. Puis après, un mois après, hop, j'ai une impulsion, une autre idée, je fais un truc. Et en fait, du coup, j'ai pas ce fil rouge parce que je fais des actions un peu des actions au coup par coup, mais qui ne sont pas forcément liées entre elles. Donc, l'idée, c'est d'avoir des choses qui s'imbriquent et qui sont cohérentes tout ensemble, au moins sur un an. Ça vous permet aussi de gérer votre budget parce qu'avec cette approche de je fais des actions au coup par coup, au final, ça se trouve, vous allez dépenser vachement plus de sous ou pas du tout. Et en tout cas, si je me dis, bon, ma première année, j'ai 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000 euros de communication, j'en sais rien, tout dépend de votre financement et de votre business plan. Mais du coup, vous allez pouvoir gérer votre budget en vous disant, OK, en septembre, j'ai un salon. Il va me coûter 2000 euros pour exposer dedans. Plus je vais devoir imprimer des trucs, j'en ai pour 1000 euros. J'ai 3000 euros de dépensés en septembre. Je sais qu'il me faut une vidéo pour mon site internet. Je vais la faire en décembre. Ça va me coûter, j'en sais rien, 2000 euros. OK, j'étale là. Je sais qu'au mois de juin, c'est la fête des mères. Il faut absolument que je fasse un peu de pub parce que ce que je vends, ça intéresse. Donc, je vais mettre 500 euros de pub à ce moment-là. Et du coup, vous allez étaler votre budget et vous allez pouvoir anticiper et avoir une vision globale à la fois des actions et du budget de communication à mettre en place. Donc voilà, donc tout ça, ça sert à ça la stratégie. Donc on va voir comment ça se construit. L'idée, c'est, là, je vais vous montrer tout un panorama d'outils et d'actions. Donc tout n'est pas à faire. Hein. À vous de vous dire, moi, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Et de le poser ensuite dans un calendrier, effectivement, un an. Il se trouve que le contexte en ce moment, je vous le disais au départ, chamboule un peu tout ça, que ce soit pour les créateurs d'entreprises ou les événements. Par exemple, typiquement, nous, chez Poussin, on expose au salon SME qui a lieu tous les ans fin septembre, début octobre. Pour l'instant, on ne sait pas s'il aura lieu. Eux-mêmes ne le savent pas. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est là, vu le contexte particulier, d'avoir un plan B. Bon, ça demande un peu plus de boulot, mais par exemple, si finalement le salon ne se fait pas, d'abord, il sera sûrement digital. Il y aura sûrement une alternative digitale. Et si c'est ça, nous, chez Poussin, comme c'est une période où normalement on est très visible, on va imaginer des actions complémentaires finalement pour répondre à ce calendrier-là qui d'habitude est riche. Donc, en plus, ça vous donne une petite difficulté supplémentaire, mais vous avez votre stratégie dite classique et en ce moment, au vu des incertitudes, imaginez les plans B pour garder ce gain de visibilité pendant les périodes un peu clés de votre entreprise. Justement, Juliette, on avait une question de Dorota sur comment communiquer sur le déconfinement. Alors là, du coup, je vais la faire courte et je vous invite à aller voir plutôt alors le webinaire précédent et il y aura peut-être un webinaire suivant sur le déconfinement parce que c'était sur le confinement. Mais en gros, Dorota, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, il faut communiquer plus que jamais. C'est-à-dire que les gens sont en attente en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais pouvoir acheter, est-ce que je vais être livré, est-ce que je vais pouvoir… Donc, ce qu'il faut communiquer sur le déconfinement, c'est absolument montrer ce qui se passe. Donc là, pour le coup, c'est une communication assez simple parce que, OK, il faut montrer le positionnement, il faut garder le ton de la marque, etc. Mais c'est de l'info pratico-pratique, en fait. Est-ce que vous ouvrez? Si oui, sous quelles conditions? Est-ce que vous livrez ou autre? Alors, je ne sais pas quelle est votre activité, mais en tout cas, là, pour le déconfinement, c'est déjà de dédramatiser un peu, parce que c'est tellement anxiogène, les informations, etc. Donc, d'avoir quand même une communication légère, mais pas non plus la grosse marade. Et surtout, de communiquer sur ce qui se passe concrètement. Voilà. En gros, alors, ce n'est pas la stratégie globale, hein, mais c'est la période là, des 15 jours à venir, c'est qu'est-ce qui se passe. Voilà, nous, typiquement… Là, ce qu'on a fait tout de suite lundi, c'est qu'on a changé notre photo de couverture Facebook, on a informé, nous, notre communauté sur les réseaux sociaux qu'on restait en télétravail. Bon, c'est une info pratico-pratique, on est toujours ouvert, on est en télétravail. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de communiquer dans ce sens-là. Super, merci. Alors, du coup, dans les outils de communication hors web,
on va avoir les supports print. Alors, les supports print, c'est les supports papier qui peuvent aussi être PDF, c'est-à-dire par exemple une plaquette de présentation ou un flyer, vous pouvez l'imprimer, le distribuer et vous pouvez l'envoyer en PDF. Donc, il faut quand même compter que c'est deux. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très clair et si possible d'original qui respecte votre charte graphique, donc je vous le disais, avec vos couleurs et exactement vos couleurs, et puis qui permettent de capter le lecteur. Donc dites-vous que quand même les gens, ils lisent peu et ils doivent pouvoir lire les choses en diagonale. Donc soyez concis, on va y venir plus en détail. Et puis même si en ce moment on ne se voit plus, donc la carte de visite a moins d'intérêt en ce moment, bien qu'elle soit quand même utile, surtout pour la vie d'après, c'est hyper important la carte de visite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos premiers supports de communication qui va être véhiculé. Donc, il faut à partir de là que vous soyez aussi originaux. Et toujours dans cette idée de positionnement, etc., de continuer à assumer le positionnement et l'identité de votre marque. Donc, il y a quoi sur une carte de visite? Le nom, le prénom, le nom de votre boîte, votre logo, votre mail, numéro de téléphone, site web, réseaux sociaux. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose en cohérence avec votre domaine d'activité. Donc là, bon, je vous montre des choses un peu rigolotes. Un charcutier qui a des cartes de visite en forme de saucisson, une infirmière qui a une carte de visite en forme de pansement, ou un chocolatier où la carte de visite est un peu croquée. En fait, tout ça, ça peut être simplement une forme originale. J'en sais rien, votre carte de visite, elle est carrée, elle est un peu plus allongée, etc. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez pour se projeter dans la vie d'après, de nouveau être dans des clubs d'entrepreneurs, des réseaux, croiser des prospects, des potentiels partenaires, etc. Si vous échangez la carte de visite, ce qui est parfois arrivé à des clients, et que en fait la personne vous donne la même carte de visite que vous lui donnez, parce que c'est un design type pris sur Vistaprint, et du coup en fait vous vous retrouvez avec la même. C'est plutôt gênant comme situation, et c'est pas très efficace en termes de mémorisation. Par contre, si vous, en donnant la carte de visite, l'interlocuteur qui en a ramassé 30 avant vous se dit « Ah, mais elle est sympa ta carte de visite !» Et ben, dans ce cas-là, vous gagnez tout de suite des points en mémorisation auprès de l'interlocuteur. Donc après, évidemment, ça vous coûtera un peu plus cher en termes d'impression ou de conception. Peut-être que ça va vous coûter 30 € de plus, 40 € de plus, j'en sais rien. Mais c'est des petites sommes complémentaires qui vont faire toute la différence aussi dans l'impact que vous allez avoir. Et donc, soit vous faites faire de manière complètement personnalisée par un professionnel, un graphiste ou autre, soit il y a un site qui s'appelle… il y a plusieurs sites internet, même sur Vistaprint et les sites comme ça aujourd'hui, vous pouvez faire vos propres designs. Et sinon, il y a un site que les entrepreneurs aiment beaucoup qui s'appelle Moo, M-O-O, et qui permet du coup effectivement d'avoir des cartes de visite un peu plus originales, sympas. En tout cas, même si vous êtes porteur de projet, parce que j'ai souvent cette question qui revient en disant « Ah, mais attends, mais moi, je n'ai pas encore créé ma boîte, je n'ai pas encore le nom, du coup, je ne vais pas faire de carte. » Bah si, il faut quand même laisser une trace. Donc, mettez une petite photo de vous, votre nom et prénom, porteur de projet dans tel secteur, parce que vous savez quand même que dans quel secteur d'activité vous êtes, avec vos coordonnées. Ça fait déjà une première version un peu brouillon, en attendant d'avoir la version définitive. Toujours dans les supports print, du coup, moi il y a flyer ou plaquette. Alors, j'appelle flyer en fait un support plutôt court à destination du B2C, donc des particuliers. Et plaquette, c'est plutôt un format un peu plus complet à destination des professionnels. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que les gens lisent peu. Donc, pour le flyer, c'est quand même pas mal d'avoir un petit format un peu sympa. Le top du top, c'est si vous avez un support qui donne envie aux gens de le garder et de l'accrocher. Genre carte postale ou un petit format un peu sympa et original, où le recto est joli, une photo, une citation inspirante, un petit visuel, etc. Et au verso, c'est une synthèse d'explication et vous donnez le nom de votre site internet. Mais si vous distribuez quelque chose de joli que les gens ont envie de garder, c'est carrément du jackpot à l'accrocher sur leur frigo ou dans leur toilette, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'avoir quelque chose de joli, les gens vont regarder, dire c'est sympa et hop, c'est resté dans la mémoire de leur cerveau. Là où si c'est un prospectus un peu moche, à papier très fin et où il y a blindé d'infos, bah, les gens ne vont pas forcément retenir.
Et puis, sur la plaquette commerciale, alors nous, on recommande souvent pour la plaquette commerciale de faire un format A4 horizontal. En fait, vous prenez ça et vous avez 4 pages dans ce sens-là. Parce qu'en version numérique, ça vous fait comme des slides, en fait. Et du coup, c'est vachement facile à lire page par page plutôt qu'un format vertical. Et en impression, c'est un peu original. Donc là, vous pouvez voir l'exemple d'une plaquette qu'on a fait pour un de nos clients en bas, là, au 2 Trans. Et du coup, on a généralement une couverture simple, le slogan, les images, machin. À l'intérieur, la synthèse des services, les valeurs ajoutées, etc. Et en 4e page, vous pouvez avoir un petit témoignage et les coordonnées. Mais il faut quelque chose d'épuré qui vous permette soit d'envoyer par mail, soit en rendez-vous prospect quand on est en B2B. Si je vais en rendez-vous et que je parle à mon interlocuteur, il va prendre des notes. Donc, il perd un peu. Du coup, je perds son regard, je perds son attention, etc. Et si vous lui dites non, mais vous inquiétez pas, je vous donne la synthèse de tout ce que je vous raconte là, dans ce document-là, eh ben, ça fait que vous allez garder l'attention et qu'il va garder non pas une feuille pourrie avec 3 notes dessus qui va perdre, mais plutôt du coup quelque chose qui représente votre univers de marque. J'aurais une question, enfin plusieurs questions même là-dessus. Alors sur les cartes de visite, que pensez-vous de l'approche de certains qui recommandent plutôt de garder le verso vierge pour laisser la possibilité à l'interlocuteur de prendre des notes? Ok. Alors ça, non. Je pense qu'il faut effectivement, c'est pas mal d'avoir pas un truc trop chargé ou noir recto verso qui empêche en fait d'écrire, mais une carte de visite recto uniquement. Si elle est posée sur une table côté où il y a l'information, j'ai l'impression que c'est un bout de papier. C'est-à-dire que je perds en termes de lisibilité. Donc, à minima, mettez votre logo d'un côté et les infos de l'autre. Mais je ne recommande pas que perso. En revanche, effectivement, cette remarque de dire que l'interlocuteur peut annoter des choses, c'est pas mal. Donc, il ne faut pas que ce soit trop chargé non plus. Super. Combien de pages maximum pour la plaquette? Généralement, c'est 4 pages. Après, une plaquette, ce n'est pas un PowerPoint. Si vous avez un PowerPoint de présentation que vous déroulez en présentation client, c'est quelque chose qui doit être très épuré, très imagé avec quelques mots-clés. La plaquette que vous laissez d'un point de vue vraiment matériel et physique, c'est 4 pages, c'est bien, quoi. Après, si c'est un catalogue produit, c'est autre chose. Un catalogue produit, vous pouvez faire plus. Mais c'est quand même mieux 4 pages. Et là, ça reprend un peu ce que tu as dit sur Mou, mais est-ce que tu en as d'autres imprimeurs ou sites web que tu peux nous recommander pour faire les cartes et les flyers? Non, par contre, j'en parlerai plus tard, mais pour le concevoir, soit vous prenez un pro qui applique la charte graphique, etc., soit vous voulez le bidouiller vous-même. Dans ce cas-là, je vous recommande Canva, et j'y reviendrai plus tard, pour le concevoir. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer soit chez l'imprimeur de votre quartier, soit chez un imprimeur en ligne. Mais après, avec des templates de cartes de visite sympas, non, à part Mou, j'en connais pas. Merci. Ah bah voilà, typiquement des exemples de flyers affreux et beaucoup trop chargés. Donc bon, on passe rapidement. J'ai trouvé ça sur Internet. C'était des vieux trucs qui traînaient. Mais en fait, typiquement, le flyer de gauche, on dirait qu'on va se brûler les doigts quand on le prend. C'est tout noir. Il y a 1 million d'infos dans tous les sens, etc. Donc, c'est pas clair du tout. Et celui de droite, je comprends pas bien ce que c'est. Il y a beaucoup trop d'infos. Et vous voyez, quand il y a trop d'infos, je n'ai pas envie de lire et je comprends pas. Donc, et pareil, si vous mettez des photos sur vos supports, il ne faut pas que ce soit de la taille des timbres-poste parce qu'une photo, c'est censé créer un peu d'émotion, donner envie de se projeter. Donc, si j'ai des photos, j'ai pas une mosaïque de 1000 photos, j'ai des jolies photos et qui sont grandes et assumées parce que là, sur celui de droite, là, je crois que c'est du yoga sur chaise. Je ne connais pas le concept. Je ne vois pas bien les photos. Donc, il faut prévoir des grosses photos. Donc, ça, c'était un peu pour rigoler. Des exemples. Et puis, après, voilà, dans les autres supports, vous pouvez avoir magazine, catalogue, des fiches pratiques, des fiches d'entretien. Il y a plein de choses, mais sachez que le print, même si le digital est aujourd'hui essentiel, le print est encore très important. Et nous, on le voit, par exemple, dans les salons. Je l'ai là, je crois. Ouais. Dans les salons, on distribue, nous, au lieu d'avoir une plaquette commerciale, on fait un magazine une fois par an, un petit magazine comme ça, où en fait, à l'intérieur, on donne, il y a la présentation de l'équipe, et puis il y a plein de conseils pour bien communiquer, et au milieu, on présente la boîte.
dans un salon, plutôt que de distribuer une plaquette commerciale, un petit Mac comme ça, il y a des jeux dedans, etc. Il y a l'horoscope des entrepreneurs, machin. Ça, les gens le gardent vachement plus qu'une plaquette commerciale pure. Donc, essayez aussi d'imaginer potentiellement des supports un peu sympas. Alors, ça coûte cher, hein. Nous, on le fait en interne, mais on en fait un par an. Bon, du coup, c'est un investissement, mais quand on fait un salon et qu'on expose, ça a beaucoup plus d'impact. Je vois qu'il est midi déjà, donc je vais me dépêcher. Je parle un peu trop. Ensuite, du coup, on va avoir les outils et actions web. Évidemment, votre site internet. Donc ça, vous pouvez le faire ou le faire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes porteur de projet, n'attendez pas que votre site soit parfait, exactement à la virgule près pour le sortir, parce qu'il va passer son temps à évoluer. Donc, allez-y, à un moment, il faut le sortir. Vous avez des gens qui le font, vous pouvez le faire vous-même. Il y a des outils comme Wix, W-I-X ou WordPress ou autres qui permettent de faire son site internet. Il y a aussi le blog, j'y reviendrai un peu après, les réseaux sociaux, vidéos, newsletters. Voilà, ça, c'est des outils à mettre en place et vous vous dites, OK, j'ai mon site, il sera quand, j'ai mon blog, j'ai combien d'articles, à quel rythme, etc. Sur quels réseaux sociaux je vais, est-ce que je me fais une vidéo ou plusieurs. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent rentrer dans votre plan de communication. Donc, sur le site internet, je vais pas rester 1000 ans dessus. Nous, on ne fait pas de site chez Poussin, on travaille avec des partenaires. Donc, évidemment, on sait très bien ce qu'il faut pour réussir son site, mais c'est un vrai sujet à part. Il y a des webinars dédiés pendant 1h30 sur le sujet. Donc, je n'aurai pas assez de temps là pour pouvoir rentrer dans le détail. En revanche, je m'arrête juste une minute sur l'importance d'un blog. Un blog, en fait, c'est un espace en ligne sur votre site internet. Donc, vous allez avoir un onglet blog et qui vous permet, en fait, votre site, il ne va pas beaucoup bouger. Vous avez marqué les infos, etc. Le blog, ça vous permet de prendre la parole, de raconter vos actualités, de mettre en avant vos clients, de donner des conseils avec un ton un peu plus humain que le discours un peu standard du site. Et ça va vous permettre surtout d'améliorer votre référencement naturel. Parce que le fait que dans votre contenu de site internet, il y ait régulièrement du nouveau contenu va vraiment vous faire remonter sur les moteurs de recherche. Et puis, ça va vous permettre d'avoir du contenu régulier pour vos réseaux sociaux aussi. Je peux partager mon article de blog. Alors, un article de blog, l'idée, c'est si vous avez un peu de temps en amont, vous pouvez aussi en écrire et les publier plus tard. Là, vous pouvez écrire du stock. Si c'est des thématiques intemporelles, vous pouvez très bien écrire du stock et les publier un peu plus tard. Donc, on a le blog sur lequel vous pouvez faire des conseils pratico-pratiques, des portraits de clients, des articles à propos de vos actualités et autres. Et le rythme de publication, c'est minimum 1 par mois. Sur le blog, il faut au moins avoir 12 articles par an. Après, plus vous en avez, évidemment, mieux c'est. Bon, vous n'êtes pas non plus un média, vous n'allez pas en sortir toutes les 2 jours. Mais si vous en avez 1 ou 2 par mois, c'est déjà bien. Voilà. Et il y a des choses qui sont faciles à faire. Par exemple, si vous voulez faire des portraits de clients pour le blog, vous pouvez très bien sur Google Forms faire un questionnaire type de questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est machin et tout. Et en fait, vous envoyez, ils répondent directement et hop, ça vous fait le contenu de votre article. Donc ça, c'est un truc qui se fait facilement et qui est assez sympa. Voilà. Après, il y a les réseaux sociaux. Alors, pareil, hein, ça peut faire l'objet, et on en aura peut-être un jour, d'un webinar complètement dédié pendant 2 heures. Donc, pareil, je vous donne vraiment les grandes lignes. L'idée, c'est vous n'êtes pas obligé d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Choisissez les réseaux sociaux qui correspondent à votre cible. Parce que vous faites du B2B, soyez sur LinkedIn. Et puis voilà, vous faites du coup dans l'alimentaire, il faut être sur Instagram quand même. Facebook, c'est encore bien utile et il y a encore beaucoup de monde dessus, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, en fait, en fonction de votre objectif et de votre cible, soyez sur un réseau social, un réseau social ou 2 réseaux sociaux. Et après, rien ne vous empêche, dans 6 mois, 1 an, d'aller sur un autre réseau social. Donc, on n'est pas obligé d'être présent sur tout de suite. On peut le faire aussi progressivement. Et donc, les réseaux sociaux, c'est une vitrine sur le monde parce que ça va vous permettre, en gros, d'être visible auprès des gens qui ne vous auraient potentiellement jamais vu. Et ça va vous permettre, du coup, d'avoir une image de marque positive, créative, dynamique. Et donc, voilà. Et du coup, c'est essentiel d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quel que soit votre domaine d'activité. Et en gros, sur les réseaux sociaux,
Il y a quelques règles claires, c'est que en fait, il faut poser un rythme et vous y tenir. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut publier tous les jours, mais il faut garder le même rythme toutes les semaines. À la fois pour habituer votre communauté en termes de contenu, mais aussi pour pouvoir faire plaisir aux algorithmes des réseaux sociaux. Parce que si vous publiez rien du tout pendant une semaine, puis après 5 fois par semaine, parce que vous êtes surexcité, vous avez plein d'idées, puis après plus qu'une, puis plus du tout, puis 12, etc., c'est pas bon du tout pour les algorithmes. Et surtout, votre communauté s'y perd. Donc, c'est important, si vous vous dites c'est 2 fois par semaine, bon, moi je vous dis c'est minimum 2 fois par semaine. Mais si vous dites c'est 2 fois, c'est 2 fois toutes les semaines. Et vous pourrez aussi augmenter au fur et à mesure du temps. Et après, c'est l'idée sur les réseaux sociaux, c'est d'être très visuel quand même en utilisant des petits visuels, des vidéos, parce que voilà, il faut partager aussi des articles, mais les gens lisent peu. Et donc, on peut partager des articles de blog, de votre blog, des événements, les vôtres ou ceux de partenaires ou de gens des événements qui peuvent intéresser en fait votre communauté, des illustrations, des photos, des dessins ou autres, des vidéos, des jeux concours, des citations, des promotions, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de matière parce que souvent, en fait, les entrepreneurs, ils me disent « mais je ne sais pas quoi publier sur les réseaux sociaux ». En fait, si on s'y penche et qu'on crée sa ligne éditoriale, c'est finalement bien moins chronophage que ce qu'on avait imaginé. Donc, à vous de vous mettre un cadre. Ce que je vous recommande sur les réseaux sociaux, c'est de dire à tel jour une thématique, par exemple. Donc, là, je vous donne un exemple type. Après, c'est à vous d'approprier. Mais le lundi, je mets une citation ou une citation un peu inspirante. Je fais un petit visuel sur Canva et je fais une citation inspirante. Le mardi, je mets un article de blog. Si je n'ai pas d'article de blog, le mardi, je ne publie pas. Le mercredi, je mets soit une référence client, soit un témoignage d'un client. Le jeudi, je peux mettre un article d'un autre média qui peut intéresser ma cible. Par exemple, j'en sais rien, si je suis dans le chocolat, j'y reste. Si je suis dans le chocolat, je vais mettre le jeudi, l'article d'un média qui vante les vertus du chocolat. Je vais aller chercher du contenu, en fait, qui correspond à mon activité, mais qui n'est pas écrit par moi, mais qui peut faire la promotion indirectement de ce que je fais. Et puis, le vendredi, je peux aller chercher une petite vidéo ou faire moi-même une vidéo ou un petit gif, ça marche bien. Voilà, donc en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir cadrer comme ça votre ligne éditoriale. Donc ça, c'est valable pour les réseaux sociaux, genre Twitter, Facebook, LinkedIn. Pour Instagram, vous pouvez aussi caler une ligne éditoriale en vous disant « je fais un style d'image toutes les 3 images ». Vous savez, ça se fait beaucoup en fait dans le feed Instagram pour avoir des lignes un peu cohérentes. Je vais avoir, j'en sais rien, si toujours je suis dans l'alimentaire, la première image, c'est zoom sur un aliment de très près. La deuxième image, c'est une assiette avec une recette. Et la troisième image, c'est le portrait d'un client ou de l'équipe, etc. Et comme ça, j'ai mon cadre. Et c'est beaucoup plus facile de trouver le contenu parce que je sais que, ah tiens, j'en suis à l'image de l'assiette. Hop, je prends une image de l'assiette. Ça vous permet d'avoir un cadre et une méthodologie sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui va vous aider à tenir le rythme et à pouvoir communiquer. Donc là, je vous ai remis Canva. Donc, c'est un outil gratuit en ligne. Sûrement, beaucoup d'entre vous le connaissent pour pouvoir du coup créer vos propres designs sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des templates déjà faits où vous pouvez concevoir vos propres trucs. Mais franchement, je recommande vivement ça pour vos visuels réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour tous vos supports, si vous ne sous-traitez pas à des professionnels, c'est vraiment un super outil qui est facile à prendre en main. Mais pour ça, il faut avoir une charte graphique absolument. Parce que sinon, vous pouvez passer des heures à essayer de trouver des trucs. Ce n'est pas votre métier à la base. Donc c'est important de partir avec une base là-dessus. Et puis après, il y a plein de banques d'images qui vous permettent d'aller chercher du coup, des images qui vous permettent d'illustrer vos supports. Développer votre réseau. Alors, attendez, mais je n'ai pas la vidéo. J'ai dû effacer une slide qui est la vidéo. Donc, pour continuer dans ces éléments-là, n'hésitez pas aussi, alors c'est essentiel d'avoir une vidéo de présentation de votre entreprise, pas forcément au moment de la création, mais de prévoir d'investir un jour auprès d'un professionnel. Ça coûte, selon à qui vous le faites faire, ça coûte entre 1 000 et 5 000 euros selon la complexité, mais
c'est vraiment un investissement non négligeable d'avoir une belle vidéo de présentation qui permette à vos clients de se projeter. Et puis, après, vous pouvez sur les réseaux sociaux faire des petites vidéos, des petites pastilles en fait vidéo qui vous permettent d'avoir des petits éléments. Alors, si vous filmez sur les réseaux sociaux, prenez votre téléphone comme ça, dans ce sens. Parce que sinon, si vous le prenez comme ça fait 2 bandes noires horribles. Et vous pouvez, pour les coulisses de la boîte, montrer que vous êtes à un événement, faire une petite vidéo rapide et la publier et vous verrez que ça fonctionne vraiment très, très bien. Juliette, Oui. juste avant, parce qu'il y a Diane qui pose la question, à quel endroit peut-on trouver des visuels libres de droit pour les supports digitaux? Du coup, je crois qu'il y a FreePic que tu as montré. Ouais, FreePic. Alors, nous, on utilise pas mal Unsplash, Unsplash, Unsplash. Gratuit. Alors, Adobe, c'est pas gratuit, mais là, pour le coup, il y en a vraiment plein. Adobe Stock. C'est pas très cher, hein, c'est genre 3 € la photo. Unsplash, et FreePix, et après, là, j'ai plus en tête, mais il en existe plein. Alors, peut-être d'ailleurs que les gens qui participent là et qui sont là, si vous voulez mettre dans Converser un peu des idées, chacun doit utiliser des banques d'images. Je suppose que de manière collaborative, on peut se repasser les bons plans. Il y a Pixabay aussi. Ouais, voilà, Pixabay, exactement, ça m'échappait. Que Béatrice a mis. J'ai mis le lien d'Unsplash dans l'onglet Ok, Converser, super. pour que tout le monde puisse y avoir accès. Bah, super, merci beaucoup. Alors, vous avez du coup la communication web, donc on l'a vu, le site internet, le blog, vidéo, réseaux sociaux. Il y a aussi à penser la newsletter et il y a aussi les campagnes de pub. Ça, c'est important sur Internet de savoir dépenser pour de la pub. Alors, à la fois la pub sur les réseaux sociaux qui, pour le coup, là, notamment sur Facebook et Instagram, n'est pas très chère et vous permet de cibler vraiment beaucoup de monde. Et après, il y a notamment si la pub sur AdWords, là, pour le coup, c'est plus coûteux, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer d'en faire de temps en temps parce que ça vous permet d'arriver en premier résultat sur certains mots-clés. Donc, en fait, en fonction de votre calendrier, si vous avez des moments stratégiques dans l'année où vous avez besoin de vendre plus que d'habitude, tentez des campagnes. Mais tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, est à tester. Vous testez un petit budget, vous voyez l'impact. Est-ce que c'était intéressant, oui ou non? Voilà, ne vous jetez pas dans le gouffre en mettant 3 000 € en campagne de pub, mais testez. Et testez sur les réseaux sociaux aussi. Toujours dans votre stratégie, finalement, c'est important de développer votre réseau parce que vous fassiez du B2B, du B2C, c'est quand même aussi votre réseau, je vous le disais, qui seront vos premiers clients, vos premiers ambassadeurs et d'ailleurs les ambassadeurs de toute votre vie d'entreprise probablement. Donc, faites-vous voir et entendre de votre premier cercle. N'hésitez pas à aller à des événements quand on aura le droit de nouveau, des networking, des salons, des conférences en tant que visiteur et puis un jour en tant qu'intervenant, un jour en tant qu'exposant. À vous d'évaluer si l'investissement est intéressant ou pas. Et notamment les salons, moi, je recommande aux gens d'y aller d'abord la première année en tant que visiteur pour vérifier la qualité, l'impact, le dynamisme de l'événement avant d'investir de l'argent et de s'installer dessus. Parce que souvent, j'ai des clients qui se jettent comme ça, ils dépensent 5 000 € la première année pour un salon, puis ils n'étaient pas prêts, ce n'était pas le bon salon, etc. Donc, c'est pas mal au départ déjà d'avoir une vision un peu de ce qui est intéressant. En tout cas, il faut que tout le monde sache autour de vous ce que vous faites. Et plus il y a de gens qui seront au courant, plus l'impact de la communication, comme je vous le disais, qui est le but, c'est d'avoir des gens qui savent que vous existez, et plus il y aura de gens qui seront atteints. Donc, développez aussi votre réseau. Il faut, vous le savez, quand on est entrepreneur, il faut y aller, il faut se remonter les manches et puis il faut y aller de front. Et puis, évidemment, pour réussir votre stratégie, il faut vous organiser et vous entourer. Donc, planifier, donc je vous le disais, ça, c'est la stratégie. Donc, vous vous êtes dit, ah, ok, Juliette, elle m'a dit ça, je vais reprendre un peu, j'ai besoin de ci, ça me coûterait tant. Je le pose dans un calendrier. Préparez au maximum les actions en amont. Donc, vous savez que vous avez un salon, j'en sais rien, en janvier. Préparez le contenu du flyer en novembre, la créa du flyer en décembre, et comme ça, début janvier, tout est prêt. Anticipez les articles de blog, écrivez-les quand vous avez du temps pour que quand vous êtes dans le rush, vous puissiez, en tout cas, profiter du temps libre pour avancer. Je sais que c'est précieux et que c'est parfois
inexistant quand on entreprend, le temps libre. Mais il y a la nuit aussi et le week-end. Mais en tout cas, voilà, organisez-vous pour avoir un plan de com et une stratégie de com qui permettent de répondre à vos objectifs. Et en gros, en termes d'investissement, c'est quand même à un moment où on ne peut pas mettre 0 € dans la communication et imaginer qu'on va être connu et agir en com. Donc, il n'y a pas de règle. La seule règle qui est donnée, c'est que c'est minimum, si vous vous projetez sur un chiffre d'affaires, quand on fait du B2B, ils nous disent que ce qui est dit en théorie, c'est que c'est minimum 5%, 5 à 10% de ce que vous imaginez comme chiffre d'affaires à investir. Et quand on fait du B2C, c'est 10% ou plus minimum de ce qu'on envisage. Donc, ça vous donne une idée déjà de vous dire « Ah ben mince, je pensais dépenser 20 € en communication. » Ben non, je comprends évidemment que vous n'ayez pas forcément des 1000 et des 100 à mettre dans la communication. Donc, à voir qui peut vous aider gratuitement. Attention aussi à l'aide gratuite qui est souvent sympa mais pas toujours efficace. Où est-ce que je dois aller chercher un pro et qu'est-ce qui peut attendre aussi? Qu'est-ce qui peut attendre l'année prochaine, sur le budget de l'année prochaine, mais voilà. Mais voyez, mais n'imaginez pas que vous pouvez avoir 0 € de budget en com. Il faut quand même avoir un minimum de choses parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bricoler ou typiquement la pub, on ne peut pas contourner le prix de la pub, quoi. C'est le prix, c'est le prix. Voilà. Et puis, formez-vous. Alors là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est évidemment que vous êtes dans cette démarche-là, mais il y a effectivement, alors à la BGE, c'est très riche de contenu, d'événements, de webinars pour vous former. Il existe plein de MOOC, des bouquins très intéressants, des ateliers ou autres. Et effectivement, pour communiquer efficacement, plus vous allez avoir de la méthode et de l'expertise, plus ça va être facile et agréable aussi, parce qu'il faut que ce soit une partie de plaisir quand même et pas une tannée. Donc, formez-vous pour pouvoir gagner en efficacité. Et puis, entourez-vous, c'est ce que je vous disais pour mieux décoller, donc famille, amis, réseau, professionnels, entourez-vous pour pouvoir avancer efficacement et sachez faire appel à des professionnels quand c'est nécessaire. Pour votre compta, vous prenez un expert comptable, c'est ce que je vous disais pour votre logo. À un moment, si vous avez votre cousine qui est en prépa d'art et qui veut bien vous faire votre logo, c'est sympa, mais ça se trouve, le logo ne vous plaira pas ou ne correspondra pas. Et dépenser un peu d'argent pour votre logo, ce n'est pas un investissement inefficace, c'est important. Donc, pas pour tout, évidemment, mais sachez vous faire accompagner par des professionnels quand c'est nécessaire pour répondre à vos objectifs. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, il est 12h20, mais il nous reste quand même un peu de temps pour des questions-réponses. Et oui, alors je vous invite à poser les questions parce qu'il nous reste 10 minutes, mais c'est parfait, Juliette, parce que tu as répondu à beaucoup de questions pendant la présentation, donc on est bien dans les temps. C'était passionnant, il y a beaucoup de merci. Merci pour les supports. Merci, ça m'a permis de rafraîchir mes connaissances. Donc, merci beaucoup, Juliette. Top. Alors oui, si j'avais une question qui est passée de tout à l'heure, est-ce que tu as des exemples de concurrents indirects? Concurrent indirect, on peut se dire que, par exemple, si j'ouvre une boulangerie dans un quartier et que en fait, l'ensemble de et que je vends à la fois du pain, des viennoiseries, mais aussi des sandwichs, des choses pour le midi. S'il y a un McDo au coin de la rue, je peux le considérer comme un concurrent indirect. En fait, c'est le concurrent direct, c'est vraiment celui qui fait la même chose sur les mêmes gammes de prix, etc. Et le concurrent indirect, c'est plus celui qui va en fait pouvoir apporter une réponse à la demande de mon client, mais d'une manière un peu différente. Donc, typiquement, le midi, je veux déjeuner, j'ai l'option d'aller au McDo ou d'aller à la boulangerie. Ce n'est pas du tout la même chose, mais la finalité est la même, qui est de manger. Donc, c'est un peu ça, hein, le concurrent indirect. Par exemple, on peut dire que pour Poussin, mais parfois les concurrents sont des partenaires aussi. Donc là, c'est même souvent le cas. Par exemple, pour Poussin, on peut se dire que un freelance en communication, un graphiste freelance, par exemple, peut être un concurrent. Parce qu'en fait, nous, on fait du logo et potentiellement, un freelance va faire du logo, mais ce n'est pas un concurrent direct parce qu'il ne propose pas l'ensemble des gammes, etc. Et en même temps, ça peut être un partenaire et sous-traitant un jour. Donc, parfois, c'est assez hybride, en fait, sur les concurrents et il y a des choses qui peuvent s'imbriquer. Est-ce que Poussin fait une offre découverte pour les entrepreneurs des couveuses ou de BGE?
alors, découverte, je ne sais pas du coup ce que ça ferait comprendre. Nous, on a des prestations types. Après, on fait du sur-mesure en fonction des besoins. Donc, en tout cas, on répond avec plaisir, de manière personnalisée, à toutes les demandes en termes de tarifs, en termes d'accompagnement, à toutes les personnes intéressées. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet, à faire un petit mail et on programmera un rendez-vous téléphonique, soit moi, soit les filles de l'équipe. Je vous dis les filles, on n'est que des filles, chez Poussin. Et on prendra le temps effectivement d'échanger sur vos besoins et de voir en quoi on peut vous aider et vous donner un peu les tarifs. Super. Effectivement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par Poussin et qui sont très satisfaits. Donc, bravo Juliette. Ouais, et moi j'aime bien les entrepreneurs BGE, ils sont sympas généralement, ils ont des projets sympas. Ah, c'est chouette. Une autre question, est-ce qu'il faut éviter de publier la même chose sur les différents réseaux sociaux, par exemple Twitter, LinkedIn, Facebook? Comment les adapter? Alors, le truc, c'est que dans l'idéal d'un monde idéal, oui, c'est bien d'avoir une ligne éditoriale un peu ajustée sur les différents réseaux sociaux. En fait, dans la réalité, ce n'est pas vraiment possible. Ce que vous pouvez faire, c'est poser. De toute façon, sur Twitter, il faut poster plus. Donc, là, vous allez être obligé d'avoir trouvé plus de contenu. Mais globalement, sur l'ensemble des réseaux sociaux, posez la même ligne éditoriale et de temps en temps, il y a des choses qui vont peut-être pas être adaptées. Donc, si par exemple, vous avez prévu de faire quelque chose de très orienté, un peu rigolo, décalé, et que vous trouvez que ça ne correspond pas à LinkedIn, bah, vous ne le postez pas sur LinkedIn. Donc, l'idéal, si vous avez une cible B2B, une cible B2C, c'est sûr que c'est d'avoir une ligne éditoriale différente. Mais déjà, dans un premier temps, si vous communiquez sur tous les réseaux, sachant que Instagram, on ne peut pas avoir la même ligne éditoriale vu que c'est que des images. Donc, c'est déjà compliqué. Donc, franchement, si vous, dans un premier temps, en tout cas, si c'est vous qui gérez, c'est compliqué, je le sais, pour les entrepreneurs d'avoir une ligne éditoriale différente. Ok, je regarde juste s'il y a des dernières questions, mais je pense que on est bon. Merci beaucoup. En tout cas, je vois qu'il y a plein de messages de merci. Merci à vous. C'est un plaisir d'être avec du monde, même de manière digitale. Ça fait du bien. Je suis assez d'accord. Eh bien, super. Eh ben, on vous remercie à toutes et à tous et surtout à Juliette pour encore une présentation. On est ravis de te faire intervenir. C'est toujours très, très professionnel et très complet. Donc, merci beaucoup. Merci, Chloé. Est-ce que tu veux donner un mot de la fin? Eh ben, le mot de la fin, c'est oui. Alors, moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est en fait, de garder bien les yeux et les oreilles grandes ouvertes. En fait, il faut que vous ne soyez plus des consommateurs quand vous voyez de la pub et de la communication. Il faut avoir un œil d'analyse. Donc, quand vous regardez à la télé une pub, que vous voyez une affiche dans le métro ou que vous voyez passer des publications sur les réseaux sociaux, en fait, il faut vraiment avoir cet œil d'analyse. Alors, je le répète pour ceux qui m'ont déjà vu ailleurs, et je vous remercie, je vois qu'il y en a d'autres qui me suivent sur d'autres webinaires, donc c'est sympa. Et en fait, si par exemple vous voyez une pub dans le métro pour un burger, il ne faut pas que vous vous disiez ça me donne faim. Il faut que vous vous disiez pourquoi ça m'a fait ça. Est-ce que c'est la photo? Où est-ce qu'ils ont placé leur logo? Quelle couleur ils ont utilisé? Et en fait, d'avoir, alors pas tout le temps parce que c'est épuisant, mais ayez ce regard d'analyse finalement de la communication des autres et vous allez voir, ça va vous enrichir pour votre propre communication. Donc voilà, donc si ça peut être le mot de la fin et que vous puissiez garder ça en tête pour pouvoir vous-même en fait vous inspirer et apprendre de ce qui vous entoure, c'est le top. Eh ben, c'est parfait, comme mot de la fin, effectivement. Donc, on vous remercie encore à toutes et à tous pour votre participation. Donc, par mail, on vous communiquera les prochains webinaires pour ceux qui sont inscrits dans la liste. Merci encore 1000 fois à Juliette pour la Merci qualité. beaucoup. Il y a beaucoup de retours sur la qualité de ton intervention, donc merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. Bon déconfinement à tous et à toutes pour ceux qui le peuvent. Et à très bientôt. Merci Chloé.